sais pas. Salut Nadia, on attend Moaz. Salut. On attend Moaz. Si tu Oui, vois c'est bien bon, tu nous. arrives. Euh, Je dois juste inviter Moaz. Joindre un autre. Il n'est pas là. Il n'est pas encore en train de regarder, je crois. Voilà. On ajoute. Donc, bonjour, Aslema. ورمضانكم مبروك مرحبا بكم ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. سلم على الناس اللي تبع فينا تو واللي باش تبعنا الكل. سلم عليك نادية مرحبا ورمضانك مبروك toi aussi. رمضانك مبروك. Alors on se voit pendant les mois de Ramadan comme d'habitude en live, on continue à travailler, sauf qu'on change un tout petit peu l'horaire, on sera plus enfin on sera pas pendant le mois de Ramadan de 17h à 19h, on va avancer un peu l'heure. Bonjour moi, Ramadan Mabrouk toi سلام. aussi. رمضانكم مبروك الناس الكل. Voilà, donc un grand nous suivre chaque jeudi à partir de 14h durant les 4 semaines, je crois, du mois de Ramadan. Par la suite, on reprendra l'horaire normal. Donc, encore une fois, Ramadan Mabrouk à tout le monde, à Zen, à tous les Tunisiens. J'espère que ce mois nous ramènera la paix, la prospérité, la justice, la stabilité et la clairvoyance. Alors, voilà, Braz, on est en train de voir tes papiers, tu t'es bien Oui. préparé, apparemment. Oui. Bon, c'est mon calepin qui est là, oui. Moi aussi, j'ai mon calepin. Alors, on a 4 sujets à traiter. On sait très rapidement parce que c'est passé après notre dernier live, je sais pas, l'émission de Tawfiq Al-Din, le ministre de l'Intérieur, après une brève déclaration, une déclaration en fait qui a duré 6 minutes, mais dans laquelle il a justement introduit l'annonce du fait qu'il quitte le ministère de l'Intérieur. Shafeddin a été remplacé à la tête du ministère par Kamel Lefti, un autre proche de Qais Saïd, une personne qui justement qui tourne dans le cercle restreint de Qais Saïd, c'est l'époux de Sonia Charti, comment dire, une campagne de route très, très proche de Qais Saïd, une camarade, si je peux dire, entre guillemets. On ne connaît pas justement de quand date leur connaissance, leur relation autour d'un projet que eux seuls ils connaissent. Le restant de la population ne le connaît pas. On est en train de le découvrir petit à petit. Donc, Kamel Fri, qui était le gouverneur de la ville de Tunis, qui prend la tête du ministère de l'Intérieur. Donc, je vous laisse essayer d'analyser, de commenter et de me dire, d'abord, après ce recul de quelques jours, est-ce que finalement, on arrive à comprendre qu'il s'agit d'une démission ou d'un limogeage? Moi,
Bon, c'est clair que la déclaration du ministre de l'Intérieur, il dit qu'il passe à autre chose. On sait très bien qu'il y a eu certaines circonstances familiales pour lui qui ne sont pas faciles et Rabbi Yarham, son épouse encore une fois. Le discours ne coïncide pas avec la publication officielle sur le journal officiel. Donc, au journal officiel, sur le officiel, journal c'était officiel. Mehem. Donc, Mehem, ça veut dire que il a été limogé de ses fonctions comme étant ministre de l'Intérieur. Et on sait très bien l'importance de ce ministère au niveau de la gouvernance de la Tunisie depuis son indépendance. Kais Saïed. On se rappelle de nombreuses visites effectuées au ministère de l'Intérieur, les nombreuses déclarations concernant la situation politique, concernant la situation même économique, donc en relation avec la pénurie de certains produits. Donc c'est un ministère qui est très important. On a vu certaines visites ont été effectuées à El Aouna par exemple où le ministre n'était pas présent et on voyait peut-être qu'il y avait donc une petite crise entre guillemets entre le ministre de l'Intérieur et Kais Saïed. Bon, là le ministre il déclare qu'il a demandé une démission au niveau de la publication. Genre pour moi c'est la publication officielle. Donc Je c'est un limogeage. Oui, Amel. Donc c'est un limogeage. c'est un limogeage, D'accord. mais par exemple Le son coupe. Je ne sais pas si ça coupe chez toi aussi, Média. Moi, je n'arrive pas à t'entendre de façon continue. Et là, ah, d'accord. tu vas m'entendre ou pas? Non, je parle. Oui, toi, oui. Je fais Elle parle de moi, un oui. avant de passer à Média. Peut-être que la connexion qui est mauvaise, hein. Allez, on passe à Média. Vas-y, Média, je t'écoute par rapport à ce sujet de limogeage, comme vient de le confirmer Mouaz, de Tawfiq Shamsuddin du ministère de l'Intérieur. Alors, justement, pour revenir sur ce qui s'est passé vendredi dernier entre un limogeage ou une démission, d'un autre côté, il faut rappeler aussi qu'il y a eu un cas similaire avec Nedia Kesha qui a annoncé via sa page officielle Facebook qu'elle a démissionné. Et quelques heures plus tard, c'est la présidence de la République qui a mentionné que c'était un limogeage. Donc, il y a un recours de cette annonce du déjà vu avec Nedia Kesha le 24 janvier. Et là, la semaine passée, vendredi dernier, je me rappelle plus la date. Et puis, quelle lecture peut-on faire entre vendredi dernier, mais la date, je ne retiens plus. Justement, Le 17 mars, oui. le vendredi dernier. Quelle lecture peut-on faire de ce qui s'est passé? Est-ce que ceci est lien Est-ce que ceci il y a un lien entre le Parlement européen qui a voté avec un score plus de 90%, ce qui va provoquer qu'il allait être promu, ce qui n'est pas le cas, ça d'une part, c'est ce que j'ai lu via Facebook, est-ce qu'il va être promu? On ne peut pas devenir un chef de gouvernement, on ne démissionne pas pour devenir un chef de gouvernement, et ce qui s'est passé, j'insiste, c'est un limogeage, comme c'était avec Neder Kesh. Oui, on se rappelle, Amel, de Rapid Naïfa. Je te donne la parole, mais je voudrais aussi que, Oui. en plus de ce que tu vas me dire, revenir sur la nomination de Kamel Fri à la tête du ministère. Quelle lecture on pourrait faire? Pour là, dans ce cas, la lecture qu'on peut faire, c'est que Kais Saïed veut être entouré de ceux qui sont fidèles à lui. Et est-ce qu'il s'est basé sur la compétence de Kamel Fri à la tête de l'institution du ministère de l'Intérieur? C'est plutôt ceux qui sont à ses côtés, ceux qui sont proches de lui. D'accord. Moi,
Oui, je confirme ce que Nadia a dit par rapport au limogeage, parce qu'on se rappelle très bien, par exemple, pour le cas de Rachida Naifar, au niveau de la publication officielle du genre, c'était une acceptation de la démission de Madame Rachida Naifar. Juridiquement et officiellement, ce sont deux choses complètement différentes. Et on a déjà vu Madame Rachida Naifar qui a présenté sa démission, et sa démission officiellement, elle a été acceptée. Concernant la nomination de Kamel Fri, franchement, ce n'est pas une surprise. On a vu les maintes déclarations du gouverneur de Tunis par rapport à la fermeture de l'avenue de Bourguiba envers les manifestants, ses refus à certaines manifestations. Donc, les déclarations qu'il a fait par rapport à l'opposition de Qais Saïd et surtout le Front du Salut National, Jabhat al-Khalas, il a présenté un argumentaire qui tient par rapport aux politiques de Qais Saïd et du 25 juillet, c'est-à-dire il y a certaines personnes aujourd'hui qui ont des dossiers devant la justice, donc on interdit Jabhat al-Khalas de manifester. Là, c'est un discours qui est cohérent, mais peut-être c'est Tawfiq Sharaf qui a payé le prix, parce que même si le gouverneur de Tunis, il n'a pas donné d'autorisation à Jabhat al-Khalas de manifester, on se rappelle de la dernière manifestation, mais le ministère de l'Intérieur n'a pas interdit, et heureusement, il n'y a pas eu des interventions musclées et des arrestations par rapport à la manifestation organisée au niveau du Salut National. Donc les propos et les déclarations de Kamel Fri sont plus proches au président de Qais Saïd que l'ex-ministre de l'Intérieur, Tawfiq Sharaf. Mais je pense pas, Nédia, que c'est par rapport à la motion votée par le Parlement européen. C'est vrai qu'il mentionne les subventions accordées au ministère de l'Intérieur et de la Justice, mais il critique tout un régime politique et non pas particulièrement la politique du ministère de l'Intérieur. Je pense pas que c'est en rapport avec cette motion-là. Voilà. D'accord. C'était très rapide. C'est un truc qui nous a dépassé parce que ça s'est produit juste après, au lendemain de notre live, de notre dernier live. Exactement. Je voulais qu'on revienne sur le sujet parce que quand même c'est assez important. On passe à... Apparemment, les événements se succèdent. Il y a plein d'actions qui se passent depuis le jeudi dernier, c'est-à-dire depuis la réunion du Parlement européen. On va s'arrêter un peu au propos de Giorgia Meloni, la chef du gouvernement italien, qui vient de faire beaucoup de déclarations ces 72 dernières heures, Moaz et Média. 4 déclarations exactement. Voilà. Donc, elle ne chante pas, hein? C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Elle ne chante pas, justement, elle ne parle pas longtemps, c'est beaucoup. Et elle insiste et demande avec insistance le soutien du FMI pour la Tunisie. Et hier, je crois, nous avons vu la réaction de l'ancien député au Parlement tunisien, M. Mejdi Karberi, député du Atayar Demokrati, qui s'est révolté contre justement une partie des déclarations et des propos de Giorgia Meloni qui est allée jusqu'à demander l'intervention du gouvernement israélien pour, je ne sais pas, je ne suis pas très sûre, mais je dis ça avec vraiment, je prends avec des pincettes, qui a demandé l'intervention du gouvernement israélien auprès du FMI pour faciliter l'octroi du prêt pour la Tunisie. Est-ce que c'est à peu près ça? Moi. Bon, tout d'abord, il y a une information très très importante, Amel, qui est passée inaperçue, je pense. C'est la première fois qu'on écoute et qu'on entend que les négociations et que le dossier de la Tunisie devant le Fonds monétaire international, il est suspendu, il est bloqué. De l'autre côté, du côté du FMI, effectivement. Donc c'est pour nous, quand on entend la ministre de la Finance ou le gouvernement tunisien, c'est des négociations qui sont en cours. On a fait un accord préalable, donc on attend l'accord définitif, mais personne n'a déclaré d'une manière officielle, même
par rapport au Fonds monétaire international que c'est un dossier qui est bloqué pour l'instant. Et là, c'est un point qui est très, très important que Meloni a évoqué. Bon, pour essayer Alors, d'être... elle nous a donné une information qui n'est pas donnée par l'équipe tunisienne, c'est-à-dire par le gouvernement. Ni d'une manière... Si vous retenez cela ou bien non, si vous n'avez pas oublié, à chaque fois, on a l'information par rapport aux négociations entre la Tunisie et le FMI d'une tierce partie et non pas du gouvernement tunisien. Et non pas de l'FMI cette fois-ci non plus. Et on s'en rappelle aussi du problème qu'il y a eu avec la Banque mondiale, et c'était une fuite d'un document pour qu'on a évoqué le problème donc des projets financés par la Banque mondiale, mais au point de vue communication officielle, surtout tunisienne, on n'a absolument rien. Donc Meloni, elle a demandé à pas mal de pays d'aider la Tunisie. Donc c'est ça ce qu'elle a fait. Elle a demandé aux Émirats arabes unis et elle a évoqué aussi l'État d'Israël donc pour aider la Tunisie. Bien sûr, nous, comme étant des Tunisiens, c'est un refus catégorique et je ne pense pas que le gouvernement tunisien ou le président tunisien accepteront n'importe quelle aide de l'État sioniste. Mais le problème, c'est aujourd'hui, pour moi, et ça c'est malheureux, donc quand la chef du gouvernement de l'extrême droite italien, donc elle évoque la Tunisie 4 fois de suite, en 4 jours de suite, c'est-à-dire la Tunisie aujourd'hui est un dossier international, malheureusement, et j'espère que la Tunisie ne deviendra pas une affaire. Hier aussi, Abdelmajid Tebboune, donc il a fait une déclaration à Al Jazeera et il a dit qu'il y a un complot envers la Tunisie et que le complot a commencé depuis que le président de la République du Polisario était invité en Tunisie. Donc malheureusement, l'affaire tunisienne aujourd'hui, elle est sur toutes les tables internationales. Mais Meloni ne le cache pas, donc ne le cache pas, elle le dit clairement. Meloni, elle s'est engagée envers le Parlement italien non pas de limiter le nombre de barques qui servent à la migration irrégulière, mais elle a donné donc sa campagne électorale donc et ce qu'elle a dit au niveau du Parlement italien, c'est de stopper carrément ces vagues migratoires. Donc, elle fait tout. Donc, elle est l'extrême droite. Même, on a vu Éric Zemmour, à 2 fois, il a évoqué le propos de Kais Saïed par rapport à la théorie du grand remplacement. C'est un cadeau qui est donné de la Tunisie à l'extrême droite. Et Mélanie, aujourd'hui, pour gagner donc point de vue populisme auprès des Italiennes et des Italiens. Donc pour elle, c'est le moment ou jamais que la Tunisie, elle peut être un allié fort pour jouer le rôle de la police au niveau de la sud de la Méditerranée. Et elle a dit clairement, donc cette aide, c'est pour arrêter la migration clandestine envers l'Europe. Média. Alors, justement, pour revenir à l'annonce de Giorgia Meloni qui appelle à soutenir la Tunisie pour obtenir un prêt du FMI de 1,9 milliard de dollars, mais le plus étonnant, c'est qu'en lisant l'article qui a été publié Il Foglio, qui mentionne qui mentionne les Émirats arabes unis, qui mentionne l'État sioniste et parallèlement aussi les discussions avec le Qatar, c'est ce qui a été mentionné en italien. Pour trouver une solution pour que le FMI prête 1,9 à la Tunisie. Mais ce qui intéresse Giorgia Meloni, encore une fois, c'est pour stopper l'immigration clandestine et que la Tunisie joue le rôle du policier, de la garde, et notamment, et ce qui se dit aussi d'après les médias occidentaux, aussi bien que français qu'italiens, c'est le fait que l'incapacité de la Tunisie vers une direction politique claire, de parvenir à un scénario, plutôt à un scénario crédible, à une sortie de crise, et c'est pour éviter le risque d'effondrement, ce qui a été mentionné aussi par le journal Le Monde. D'accord. Pour rester pratiquement dans le même sujet, nous avons vu, je crois, les déclarations de Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, le lundi dernier, il y a 3 jours, voilà, le 20 mars dernier. Les 27 redoutent un effondrement en Tunisie. Je vous ai envoyé un article qui a été publié sur la position des 27 représentants des 27 pays européens qui redoutent un effondrement en Tunisie. Et je crois que c'est la première fois où on prononce
ce terme effondrement depuis quelque temps concernant la Tunisie. Et donc, je reviens aux propos de Joseph Borrell, le haut représentant de l'Union européenne, Moazim Metia. Il parle d'événements qui se succèdent et qui inquiètent les États membres de l'Union européenne. Et je vais le citer entre guillemets, voici ce qu'il a dit. La Tunisie, en tant que voisin, est bien sûr un partenaire et ce qui s'y passe a un impact immédiat sur nous, non seulement parce qu'il augmente les flux migratoires, et là il rejoint Meloni, mais il crée plus d'instabilité et d'insécurité dans la région. Je pense que c'est la première fois depuis une dizaine d'années, Moazim Media, qu'un officiel européen parle sur ce ton. Évoquer le mot effondrement, parler d'événements graves qui se succèdent et qui inquiètent les membres de l'Union européenne, et il parle d'une situation en Tunisie qui risque de déstabiliser et de mettre dans l'insécurité toute la région. À ce point, la situation est critique chez nous, ou est-ce que c'est un regard porté sur nous et qui a une interprétation très exagérée? Je ne sais pas, je pose la question. Bon, nous, on a parlé bon, les mots, c'est vrai, les mots, ils sont choquants, les termes, ils sont choquants quand surtout l'Union européenne est un haut responsable au niveau de l'Union européenne, qui est le premier partenaire stratégique de la Tunisie. Il parle de l'effondrement, c'est choquant. Bon, l'effondrement là, le terme, il est choisi suite à une analyse de la situation socio-économique, la situation politique, à tout ce qui se passe en Tunisie. Je pense que oui, mais c'est malheureux que aujourd'hui la Tunisie, comme j'ai dit tout à l'heure, elle est traitée comme étant un dossier à résoudre. Et l'Union européenne et l'Italie, ils ne cherchent pas les intérêts de la Tunisie. Pour eux, ils cherchent leurs propres intérêts. Et la question de la migration, elle s'est posée, que ce soit au niveau du Parlement européen, au niveau de déclaration de Borrell ou de Meloni. Maintenant, le problème et pourquoi on est sous cette pression et sous cette pression d'un regard international de l'Europe ou d'ailleurs même des États-Unis, tout simplement, Amel, parce qu'il n'y a pas un consensus interne aujourd'hui au niveau de la Tunisie. Quand tu veux préparer ou entamer et continuer à faire des négociations avec le FMI, avec la Banque mondiale, avec l'Union européenne, il faut que tu sois fort. Et pour que tu sois fort, il faut qu'il y ait un minimum de consensus entre ceux qui gouvernent, entre des structures qu'on ne peut pas contourner en Tunisie, l'UGTT, l'UTICA, les partis politiques, la société civile. Donc, quand il y a un consensus au niveau d'une thématique économique, sociale ou politique, donc on peut avancer. Quand il y a eu un consensus en 2013, et quelles que soient nos critiques par rapport à ce processus-là, un consensus pour écrire une constitution où il y avait un quartier qui a mené un dialogue national et tous les partis politiques ont accepté, la majorité, c'est pas tout. Donc il y avait le CPR qui n'a pas accepté, mais il y avait une majorité autour d'un process. Donc ni l'Union européenne, ni les États-Unis, ni autre pays ne peut interférer au niveau de ce processus. Mais là, on voit un pouvoir qui est isolé, donc la situation économique et sociale, elle est en train de se dégrader et on ne nous présente pas de solution. Même par rapport aux discussions du Fonds monétaire, on ne voit pas de solution. La Tunisie, elle a présenté un programme. Est-ce que ce programme, aujourd'hui, on a commencé à l'appliquer? La réponse est non. Même la loi qui a été donc amendé par décret concernant les structures publiques n'est pas aujourd'hui publié au niveau du genre. Donc, vraiment une problématique. Alors, ça... Mais c'est malheureux pour moi, comme étant un citoyen tunisien, que cette problématique n'est pas gérée en interne aujourd'hui, mais sous le regard et sous la pression de forces externes. Malheureusement. Lydia. Alors, le fait que la Tunisie est devenue un sujet de préoccupation à l'échelle internationale, c'est depuis des années. D'un autre côté, c'est une première puisque le temps est dur. D'un autre côté, récemment, il y a, j'ajoute un autre détail. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, il a mentionné lors d'une réponse à une question lors du Sénat à Washington récemment, là aujourd'hui, que la chose qu'il puisse faire un accord avec le FMI.
Donc tout le monde Et discute il qu'il a, faut il a reparlé d'effondrement aussi, un terme qui ressemble aussi à exactement. l'effondrement aussi. Il a rappelé, et oui, il a mentionné le mot effondrement. On dirait Exact. que tout le Il y monde a eu exactement. se sont alignés pour dire un seul mot qui est le risque d'un effondrement. D'un autre côté, moi j'ouvre une petite parenthèse par rapport au FMI. Là, hier, le FMI a accordé à l'Ukraine 15,6 milliards de dollars, Après, un prêt pour un Ça, c'est, plan de, ça, c'est un l'Ukraine. plan de reconstruction. Ah voilà. Selon le communiqué du FMI, ce plan d'aide met l'accent sur la reprise économique graduelle, tout en créant les conditions du long terme dans un contexte de conflit et le chemin de l'adhésion à l'Union européenne, sachant aussi que l'Ukraine se trouve actuellement en état de guerre. Donc entre 15,6 et 1,9. il faut justement rester lucide et savoir et le dire sciemment qu'on ne peut pas être comparé. La Tunisie, quoi qu'il arrive, difficile dans laquelle nous nous retrouvons économiquement, politiquement et socialement, on ne peut pas se comparer à l'Ukraine qui est un pays en guerre. Oui, justement, mais juste j'ouvre une petite parenthèse par rapport au montant entre 15,6 et 1,9, c'est voilà, c'est la différence au niveau, c'est Exactement. assez significatif. C'est ça. Oui, c'est Mais énorme. derrière l'Ukraine, il y a toute l'Europe et il y a l'OTAN et on sait très bien. Donc, il y a des garants par rapport à ce prêt-là et nous, malheureusement, on n'a que notre sort. On va suivre encore les semaines prochaines cette question justement d'aide qui est attribuée à l'Ukraine. Je ne sais pas, je pense que les chantiers de reconstruction ne peuvent pas Alors, commencer. en fait, j'ai travaillé pour les montants, comment ils ont été. Les chantiers de reconstruction ne peuvent pas démarrer tant qu'il y a encore des chars et des bombes qui tombent, n'est-ce pas? Enfin, Oui. Logiquement. ils ont une logique un peu différente de la mienne, de toute façon. Je ne sais pas comment ils voient. Et on revient à la donne nationale, bien pour clôturer notre tour de table pour aujourd'hui. Je reviens à la conférence de presse qui a été tenue hier par le comité de défense des détenus politiques. Et au fait, cette information qui a été annoncée lors de la conférence, il s'agit de l'installation de caméras de surveillance à l'intérieur des chambres dans lesquelles se retrouvent les détenus politiques tels que Maître Chaweshi, je crois, Jean Ben Bark et d'autres. Je n'ai pas Essam Chebi. Chebi, voilà, aussi. Donc, et on a vu aussi par la suite la réaction nationale de la protection des données personnelles suite à une affirmation de la part de la direction de la prison que la direction a été préalablement autorisée par l'instance pour installer ces caméras. Le président de l'instance, Charles Guedes, il sort, il fait un démenti. Oui, bon, deux mots. Donc, il faut rappeler tout d'abord cette histoire d'arrestation. Donc là, malheureusement, ces derniers jours, on parle de forme, mais il faut pas oublier le fond. Arrêté jusqu'à aujourd'hui, version officielle de la justice. Pourquoi c'est aujourd'hui? Donc, on a écouté et vu des accusations qui sont très très graves, mais on n'a rien sur les faits aujourd'hui. Donc, ce qui laisse des points d'interrogation. Bon, tu as tout dit, ML, par rapport à cette histoire de caméra surveillance. On a la loi numéro 63 de 2004 concernant la protection des données personnelles. Donc, la direction de la prison, ils ont dit qu'ils ont déjà un accord préalable de l'instance nationale de protection des données personnelles, mais il s'est avéré que cette autorisation était pour 700 caméras. Donc parce qu'en général, c'est pour des cas bien définis et bien particuliers. Tu peux reprendre parce que je pense que tu peux reprendre Bon, tu as un problème autorisation. d'internet. Tu m'écoutes, Tinti,
Oui, Ah, je t'écoute. c'est Amel qui. Ah, chez moi, ça coupe de temps en temps, ça coupe. Je ne sais pas si Voilà. chez toi, ça coupe de temps en temps, ou pas. Nadia, ça coupe chez toi quand je parle? Non, ça va. D'accord. C'est Amel qui a un problème C'est de moi connexion. Donc, qui ai un voilà. Tout problème dépend de l'opérateur connectivité. D'accord. Donc, on reprend le chiffre. Tu as dit que l'autorisation a été 716. 716 caméras. Donc, la direction de la prison et certainement le ministère de la Justice ont eu un accord en 2017 pour ces cas particuliers, pour 716 caméras que M. Guedes il a mentionné, mais il n'y a pas eu une nouvelle demande là. Donc, il n'y a pas eu de nouvelles demandes. Donc, l'IMPDP n'a rien reçu par rapport à ces nouvelles caméras, ces nouvelles installations. Donc, c'est pour cela, donc, les prisonniers, moi, que je dis qui sont des prisonniers politiques, ont refusé de la mise en place de ces caméras-là. Et là, bon, c'est surveiller des gens 24 heures sur 24 heures si on n'a pas la permission de ces gens-là, ou il y a d'autres conditions dans la loi 63 dans des cas de maladies neurologiques ou psychiatriques ou des choses comme ça par crainte et pour protéger ces gens-là, mais ce n'est pas le cas des prisonniers que je qualifie de prisonniers politiques. Nédia. Alors justement, l'annonce de Chef Gadès, elle est claire, puisque là, juste, j'ajoute un détail. Selon le règlement de l'instance, c'est ce qui a indiqué tout à l'heure, la mise en place d'une caméra doit avoir juste uniquement pour une seule des problèmes psychiatriques. Je dis bien une seule personne. Et ce qui n'est pas le cas pour l'opposition. Mais Amel, juste une parenthèse là, Oui, vas-y, une moi. part importante, je pense. On parle toujours de la dernière décennie et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la dernière décennie, mais je salue vraiment Monsieur Chokri Gadès et on voit quand on a des instances et on met en place des instances là, on a une instance indépendante et indépendamment du pouvoir exécutif qui est là, donc elle présente son avis technique selon la réglementation. Donc et ça c'est très très important. C'est la même chose pour l'instance Hayat Mukafahat al-Ta'dib qui visite toujours et qui voit les prisonniers. Donc, il y a au niveau de la dernière décennie, même s'il y a eu plusieurs problèmes qu'on a critiqués, MLA plus durant trois années, donc on a parlé des problèmes au niveau de cette dernière décennie, mais il y a des acquis à bâtir là-dessus et à construire là-dessus. Il ne faut pas tout raser et tout recommencer à zéro. Je l'espère aussi. Très bien, merci beaucoup. Nous avons fait pratiquement le tour Merci. On peut faire la sieste là, donc. Pour toi, moi. Tu as parfaitement raison, mais moi je vais continuer à travailler parce que je vais recevoir dans un petit moment Saifeddine Largidi de Mourakiboul pour parler d'un. Ah, donc je vais pas faire la sieste, je vais vous regarder alors. Et mes salutations à Saifeddine. Saifeddine, je vais recevoir de Genève Siab Bleni, l'activiste politique, pour revenir sur certaines déclarations en fait et sur certaines lectures et analyses politiques. Très bien. Donc le programme il est chargé, pas de sieste alors. Donc moi je te conseille de ne pas faire une sieste. Tu iras faire la sieste à partir de 16h, disons, ça va. D'accord. Moi je continue mon boulot. Merci, à jeudi prochain. À la semaine prochaine. بعد شوية في الليل بعد شوية